کیه دنبالش میگردی؟ داداش بزرگم. میخوام باش همه رو از آبادان ببرم بیرون. زود باشین، باید را بیافتین. Bonjour, bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on est avec Sepideh Farsi au Festival d'Annecy. Comment ça va? Bien. Bien. Vu de belles choses, pas trop fatigué? Ça va. Ça va très vite, ouais. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de ton dernier film, La Sirène, que j'ai pu voir juste hier. Alors pour faire peut-être quelques précisions, ça s'inscrit dans le cadre de la guerre qui a opposé l'Iran à l'Irak, qui a duré quasiment 8 ans et qui a été particulièrement meurtrière. Alors première question, pourquoi tu as été amené à traiter ce sujet bien spécifique, toi qui étais d'ailleurs plutôt habitué aux documentaires auparavant, parce que là il s'agit d'un film d'animation. J'ai fait des documentaires et des fictions, j'ai fait tout format, enfin long, court. La raison pour laquelle j'ai choisi le médium, donc c'est une fiction, mais sur la base de faits réels, la guerre Iran-Irak, comme évoqué. Et dès le départ, en fait, ce sujet m'a interpellée parce que c'est un chapitre important de l'histoire de l'Iran. J'étais adolescente, j'avais à peu près l'âge du personnage principal du film Omid, au moment où la guerre a éclaté. Ça a bouleversé la vie de tous les Iraniens, mais notamment en tant qu'ado. C'est vraiment un renversement, c'est l'apocalypse, quoi. Même si on ne vivait pas sur le front, nous on vivait au nord-est de l'Iran, Mashhad, mais ça change tout au quotidien, ça change. Du coup, c'était important pour moi de l'évoquer et c'était évident que ça devait se faire par l'animation parce que le type de cinéma que je fais n'est pas un cinéma de grands effets, de reconstitution historique. Or, il fallait là quand même reconstituer une période, 1980, au sud de l'Iran, une ville qui a quasiment totalement été détruite. Donc il fallait un médium qui le permettait, c'était l'animation. Oui, parce que précisons qu'il s'agit du siège d'Abadan, c'est comme ça. Alors, peut-être aussi quelque chose d'autre qui m'a marqué dans le film, il y a cette phrase à un moment pour la maire en fait, de Paris, qui est une chanteuse, une diva, et il y a quelque chose qui reste dans le film comme sentiment, c'est cette phrase à un moment où elle dit elle n'a plus le droit de chanter, elle ne chante plus, elle n'en a plus le droit. Comment vous avez essayé de retranscrire à l'écran cette espèce de bascule de deux mondes qui étaient totalement différents, puisque rappelons que à peine quelques années plus tôt, les femmes n'étaient pas voilées, les libertés étaient plus nombreuses, etc. etc. Et bien justement, en 1980, et le début de la guerre et le début du siège de Abadan constituent ce moment charnière où en fait deux mondes cohabitaient. Il y avait encore des signes, des choses, des traces de l'ère avant révolution et où effectivement les femmes, alors c'était pas une société démocratique, loin de là, sous le charme, mais les femmes effectivement jouissaient de beaucoup plus de liberté individuelle, en tout cas vestimentaire, le chant, la musique, enfin beaucoup de choses étaient quand même permises qui, dans les années suivant la révolution, avec le régime islamique, ont disparu malheureusement et c'est encore le cas aujourd'hui et comme vous le savez, les Iraniennes et les Iraniens se battent pour leur liberté, encore aujourd'hui, ils résistent. Et elle, surtout, et meurt aussi même. Et c'était important pour moi de montrer cette cohabitation, ce bascule des deux mondes. Donc, le droit, ou l'interdiction de la voix féminine en fait partie, mais plein d'autres choses. Alors, l'exemple de l'alcool, c'est une anecdote un peu marrante que j'ai choisi de mettre là-dedans pour montrer à quel point, parfois, une chose sans importance peut revêtir et devenir centrale au détour d'une aventure. Mais c'est vraiment pour un pied de nez, justement, à toutes ces espèces d'interdictions, parce que il y a des choses beaucoup plus fondamentales aussi qui sont remises en cause dans l'Iran, évidemment. Parce qu'il y a aussi un ton qui est particulier dans ton film, c'est qu'effectivement il y a des petits moments un peu drôles comme ça, ou des choses qui peuvent être un peu légères. Alors il y a l'alcool, mais aussi ce moment au début du film où l'un des personnages est blessé, et il faudrait qu'il ait un garrot, et il y a l'une des femmes qui arrive là pour le secourir, et du coup elle enlève son voile, elle s'apprête à faire le garrot, et lui alors là il est vraiment jamais ne faites pas ça parce que c'est quelque chose de pas possible, et en même temps je pense que derrière il y a l'idée de la figure du martyr qui a été particulièrement alimentée aussi pendant la guerre, le fait de vouloir
devenir un martyr. Ben Alors, vous avez travaillé avec Zaven Najar, Mhm. donc pour la partie graphique. Comment vous avez travaillé ensemble, puisqu'il y a un style un peu particulier visuellement, comment vous avez fonctionné en duo? Alors, moi j'ai rencontré Zaven lorsqu'il venait de finir son court-métrage qui s'appelait Un obus partout, qui aussi parle de la guerre du Liban. Donc il y avait déjà quelque chose là qui m'a interpellée. J'ai beaucoup aimé son style et lui il a vraiment flashé sur l'histoire qu'on racontait, qu'on voulait raconter avec Javad Heri, qui est le scénariste du film. Et mon idée de cette ville assiégée et de ses personnages. Et du coup, on est parti du style de Zaven, mais en partant vers des choses, en faisant des choix. Je lui ai demandé par exemple si il était d'accord pour qu'on réduise la gamme chromatique du film, d'éliminer quelques couleurs pour insinuer et souligner cet enfermement. Et on a fait ce choix. Puis, alors lui, il travaille essentiellement en aplat. Effectivement, on n'a pas de contour dans le film. C'est vraiment sa patte. Et après, on a avancé au fur et à mesure. Moi, je faisais énormément de recherches. Je lui donnais des refs et je lui disais ce que je souhaitais dans le design, et lui il me faisait des propositions et puis on avançait comme ça. Et avec les storyboarders c'était pareil, et les gens qui ont fait les décors, bon les décors, beaucoup des décors sont faits par Zaven, et puis globalement la ligne esthétique et visuelle du film évidemment c'est son design, et avec toute l'équipe on a fonctionné comme ça, c'est-à-dire que moi je leur décrivais, je les nourrissais avec les références qui venaient de l'Iran, parce que pratiquement personne n'était iranien à part Javad et moi. Et du coup, il fallait les prendre par la main et tout à fait, leur expliquer aussi pour qu'ils sentent. En fait, c'est pas uniquement une information à passer. Il fallait qu'ils sentent l'émotion pour pouvoir la transmettre et la traduire visuellement. Si j'ai bien compris aussi, quand vous étiez plus jeune, vous avez eu des actes politiques qui vous ont amené en fait à quitter l'Iran. Je crois savoir aussi qu'en 2009, depuis 2009, vous êtes persona non grata entre guillemets en Iran, comme de nombreux artistes iraniens. Oui. Comment vous avez fonctionné pour retranscrire finalement ces éléments qui sont réels dans le cadre d'une fiction? Comment vous avez fait votre travail de recherche? Avec l'aide de quelques personnes qui ne sont pas nommées dans le film, puisque ça ne pouvait pas être le cas, puisque je suis, voilà, persona non grata. C'est une manière polie de le dire. Ça peut, bon, disons que ça peut créer des problèmes pour ceux qui travailleraient avec moi en Iran, qui vivent en Iran. Mais donc, j'ai quand même eu des aides précieuses de personnes de l'intérieur qui m'ont quand même envoyé des choses, et puis heureusement grâce à l'internet et grâce aux livres et tout ce qui circule en ligne, et même des documents qui existent à l'étranger, que ce soit des bouts de films et des reportages de ces années-là, ou des photos et des récits de guerre, on avait quand même accès à pas mal de choses. Après, il n'y avait pas, par exemple, les vues aériennes de Orbodon étaient quasiment inexistantes. Mais bon, on a vraiment recollé des morceaux, c'était comme un puzzle qu'il fallait recréer avec des bouts qui manquaient, mais on a quand même essayé de... Et donc j'ai fait énormément de recherches, aussi sur les détails, les vêtements qu'on portait à l'époque, qu'est-ce qu'on écoutait à la radio, qu'est-ce qui passait à la télé, pour que tout soit juste, en fait, historiquement. Pour moi, c'était important, c'était mes années d'adolescence, et je voulais que ce soit, qu'il n'y ait pas de fausses notes. Mais justement, vous parlez aussi de la musique, enfin de certains éléments sonores dans le film. Alors moi, ça m'a frappé tout de suite. Alors, on reconnaît Eric Truffaz, mais pas seulement. C'est-à-dire, il y a aussi des musiques perses, des musiques plus traditionnelles entre guillemets. Il y a aussi ce petit ton jazzy qui quittera pas le film pendant un long moment, qui fait un peu comme entre deux époques. Comment vous en êtes arrivé à avoir ce parti pris musical qui est quand même peut-être inattendu pour un film de cette espèce? Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très éclectique. Encore une fois, il y avait des références qui étaient là déjà depuis le début. En fait, même au storyboard, il y a des chansons cultes iraniennes que j'avais en tête et que je voulais, par exemple, la chanson qu'on entend avant l'accident, elle était là depuis le début. Je savais que je voulais cette chanson-là. On abordait même avec ça. C'est une chanson qui s'appelle Vendredi, Jom'eh de Farhad, qui est un chanteur iranien qui lui aussi est mort en exil à Paris. Il y en a d'autres, il y a Raftam de la chanteuse Elohé, parce que c'est une figure réelle. Il y a une chanteuse qui s'appelait Elohé, qui est décédée aussi et n'a pas pu chanter après la Révolution. Alors elle ne vivait pas à Obodan, mais elle existait, elle a existé. Donc ces musiques m'ont habité, m'ont nourri, et ont nourri l'équipe pendant qu'on travaillait. C'est-à-dire que
On avait bordé, les D'accord. animateurs l'entendaient, les bordeurs avaient travaillé avec. Moi, je l'ai monté, en fait, la première version de l'animatique, c'est moi qui l'ai monté. Et ça permettait aussi de rythmer le film. Puis il y a la musique de Saïd Chambezadeh, qui est un musicien iranien qui vit également en exil en France, mais qui est du sud de l'Iran. Et ça, c'est une musique qui existait déjà. Et effectivement, pareil, ça a accompagné quand même certaines phases de la fabrication du film. Et puis Eric, évidemment, qui a fait la bande originale. Alors, moi, je l'ai connu et j'ai fait appel à lui déjà pour La Sirène en 2016, je crois. Mais la fabrication a été tellement longue qu'entre-temps, j'ai fait un autre film dont il a fait la musique, Dommage Traverse, qui est une fiction qui est tournée en Grèce sur la migration et la crise grecque et la guerre syrienne. Et d'autres, voilà, d'un autre genre, mais pour lequel il a fait une très très belle musique, qui est sortie l'an dernier à la même époque en salle. Et après, La Sirène, quoi. Voilà. Et là, je lui ai demandé de prendre des instruments iraniens aussi dans certains morceaux, et il a utilisé la percussion iranienne, tombak, et puis le néambon qui est la cornemuse. Donc c'est un mélange entre sa trompette, le côté parfois des nappes électro, donc un côté oui, ça part dans plein jazzy, d'orientations. électro, voilà. Et moi j'adore ce côté éclectique. En fait, c'est un peu comme le ton du film en général. C'est-à-dire qu'il y a des moments de drame, et il y a des moments beaucoup plus légers, il y a des moments de romance, il y a des moments un peu philosophiques, comme avec l'ingénieur. Il y a différents mix aussi, puisque par exemple, c'est pas seulement, alors c'est un style graphique particulier, mais c'est pas seulement réaliste par rapport aux événements qui se passent. Il y a des choses très poétiques, ou même des représentations quand les voitures sont encastrées dans le sol. Vers les airs, là, comme ça, comme si c'était des menhirs. Oui. Il y a un choix qui est particulier. Je voulais revenir justement sur le titre du film, La Sirène. Au tout début, on entend la sirène, et en gros, la famille de Omid lui dit quand tu entends la sirène, il faut aller se cacher, puis son grand-père est résigné. Lui, il reste ici, comme ça. Au début du film, on a l'impression peut-être qu'on va être dans un climat de menace, alors qu'en réalité, la vie est toujours présente dans le film. Tout le monde continue de faire à manger, d'écouter de la musique, de regarder Goldorak, etc. Est-ce que, finalement, c'est pas avant tout un film qui est basé sur l'espoir? Si, bien sûr, c'est montrer aussi la résilience et comment est-ce qu'on peut résister malgré l'adversité, comment la vie continue malgré tout, surtout en temps de guerre. Qu'on tient avec de petites choses. Nous, on avait vécu déjà la Révolution, déjà l'année de la Révolution 78-79, il y avait énormément de... Alors, c'était avec de l'espoir, exactement, parce qu'on pensait arriver à un monde meilleur. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais cette notion, effectivement, de garder espoir est très important. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a souligné aussi dans le film, surtout du point de vue d'un ado. Ouais, oui, parce que pour eux, ça doit être un peu bizarre. Rappelons qu'ils ont 15 ans. Ouais. Donc, à 15 ans, les souvenirs sont encore frais et en même temps lointains de cette époque où il y avait plus de liberté pour les femmes, par exemple. Alors, ça fait, littéralement, j'ai regardé, ça fait 34 ans et 11 jours que le guide suprême est au pouvoir. Est-ce que vous pensez, parce que je crois qu'il a 89 ans, donc je pense qu'à l'âge là, ces jours sont comptés, entre guillemets. Ouais. Comment vous envisagez l'avenir, alors que là, voilà, avec les événements de Mahsa Amini, la révolution qui a débuté par les femmes, mais qui a énormément été suivie par la jeunesse et par les hommes, on voit vraiment qu'il y a un schisme, il y a une séparation profonde entre certaines tranches de la population peut-être plus âgées et religieuses, très religieuses ou très croyantes, traditionnelles, et une partie de la population qui aspire à un monde différent. Est-ce que vous pensez que ça pourrait évoluer à la mort du guide suprême? Alors, la mort du guide suprême, la mort de Khamenei peut être un événement qui peut faire basculer les choses, en effet, et c'est vrai que c'est assez difficile de prédire la suite, puisqu'il faut malheureusement... les gardiens de la Révolution, qui est le corps armé constitué après en 79, ils ont la mise économique et ils ont vraiment le pouvoir, et donc leur réaction est inattendue. Néanmoins, la population, comme vous l'avez dit, est largement quand même dans un état de ras-le-bol permanent, que ce soit à cause des liberté, de l'absence de liberté et de la dictature en place, à cause de l'état catastrophique de l'économie iranienne, d'une absence d'espoir pour les jeunes. Je veux dire, les jeunes, ils savent pas, ils sont très éduqués, très actifs, très créatifs, ils savent pas comment faire, quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chape de plomb. Donc, en effet, les femmes ont démarré
cette vague révolutionnaire fin vie liberté, les hommes ont suivi, et même parmi la population plus âgée. Alors c'est vrai que c'est les jeunes qui mènent la danse, hein, ça c'est clair. 60% je crois du mouvement. Ouais. Mais les gens plus âgés, ils vont quand même aussi, malgré tout, il y a quand même un grand corps de fonctionnaires en Iran, je crois que les gens ont peur, il y a eu tellement de répression. À chaque fois qu'on tue quelqu'un, on réprime sa famille, on revient casser des pierres tombales, on ne laisse pas les gens faire leur deuil, on emprisonne d'autres membres de la famille, des enfants, on torture, des enfants sont tués par des enfants de 10 ans, enfin 8 ans, 2 ans, c'est hallucinant. Donc, les pendaisons en place publique. Bah oui. Donc les gens résistent, mais il y a quand même aussi une crainte, parce que c'est un régime sanguinaire. Mais je pense que ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés comme les jours du guide. De toute façon, personne n'est éternel, ça c'est clair. Après, il n'y a clairement pas de successeur valable. Là, il y a Raïssi qui est président de la République, mais enfin personne ne le calcule. Donc, bon, un pouvoir réel. Non, voilà. Donc, d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. En 79, la Constitution a été révisée. En 89 également. Si j'ai bien compris, j'ai cru comprendre qu'il y avait un conseil des experts qui pouvait du coup désigner le guide suprême, mais qui pouvait aussi le révoquer. Alors évidemment, ce sont des fondamentalistes, je pense, religieux qui sont à la barre, ils sont 86, très âgés aussi, genre 96 ans, 90 ans. Mais eux aussi, leurs jours sont comptés. C'est la blague. Si ce n'est pas la révolution, est-ce qu'on peut attendre un régime peut-être moins durci à l'avenir ? Je ne suis pas sûre qu'une réforme soit possible. Ça, on l'a cru en 2009, quand il y a eu la vague verte. Okay. On y a cru. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens sont allés voter massivement pour un candidat réformateur qui s'appelait Moussavi, qui est toujours en résidence surveillée depuis début 2012, donc quand même 11 ans. Et avec sa femme, ils sont emprisonnés, quoi. Ça a montré, cet épisode a montré que le régime n'est pas réformable. À mon sens, lorsque les verrous vont sauter, ça va sauter et il y aura des élections, j'espère, libres et un régime démocratique. C'est-à-dire que la République islamique, pour moi, n'est vraiment pas réformable. N'est pas réformable, okay. Il n'y aura pas un guide suprême un peu plus cool qui va être désigné, ça n'existe pas. Je ne pense pas, hein, c'était juste ce que je voulais entendre aussi. Ça n'est pas possible. Et peut-être une dernière question vis-à-vis du regard que vous portez sur le cinéma iranien. C'est une constellation qui a une renommée à l'international. Alors, certes, sur une diaspora iranienne, parce que beaucoup ne peuvent plus aller en Iran. Oui. Mais quel regard vous portez ? Parce qu'il y a eu La Loi de Téhéran, il y a eu plein de films qui sont sortis, Leila et ses frères, qui dépeignent de plus en plus aussi l'impact des sanctions américaines sur la population et le durcissement du régime. Enfin, on voit un peu ces deux angles. La Loi de Téhéran, on parle des accros aux drogues dures à un niveau assez extrême, marché noir, on voit les gens, leur résignation. Quel regard vous portez sur le cinéma iranien aujourd'hui ? Quel regard je porte, c'est une chose, mais c'est assez complexe en fait, parce que c'est un cinéma où il y a de l'argent privé, mais où il y a aussi beaucoup d'argent de l'État. Clairement, les films que vous avez nommés, notamment le premier, La Loi de Téhéran, a été financé par les forces de l'ordre. Avec autorisation de filmer. Non seulement avec autorisation, mais le budget vient de... En fait, paradoxalement, le régime iranien... alors, les artistes, certains jouent, composent avec, d'autres pas, d'autres un peu... Bon, mais le régime utilise le cinéma, évidemment à bon escient, parce qu'il est très conscient du pouvoir de cet art. C'est pas pour rien qu'on censure. Moi, aucun de mes films n'ont été montrés. J'ai essayé de faire quelquefois des films en Iran, même quand j'ai eu l'autorisation et que bon, j'emmenais de l'argent de l'Europe avec les fonds européens, etc., et que je faisais des films indépendants. Aucun n'était montré, tout était censuré. Quelques réalisateurs ou réalisatrices qui vivaient en Iran ont réussi à faire des films critiques et à les montrer quand même, mais c'est extrêmement complexe comme système. La censure sévit, puis on ne vous donne pas le budget ou on ne vous donne pas le visa. Donc lorsqu'on laisse faire un film et qu'on le laisse sortir aussi, c'est que quelque part, il y a une espèce de vitrine quand même que le régime utilise. Donc ils sont fiers d'une certaine manière quand même. Oui, parce qu'en fait ils disent, voilà, regardez notre cinéma, c'est formidable, c'est un film réussi, il va à Cannes, il va aux Oscars, et il est quand même, et il y a un système judiciaire, il y a, je sais pas, dans la séparation par exemple de Farhadi, il montre qu'il y a des juges qui décident, qui parlent aux Anglais, alors qu'en réalité c'est pas vrai. C'est pas spécifiquement une critique vis-à-vis de, mais je veux dire, pour dire que quelquefois on voit des choses d'ici
par rapport à la société iranienne, qui ne sont pas des réalités, ça ne correspond pas à une réalité. Ce sont des choses qui sont inventées dans un film de fiction, et d'ici on pourrait croire que c'est une société quand même très, voilà, où la justice fonctionne normalement, or c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est quand même quelque chose de pernicieux. Je dirais qu'il faut... j'invite en fait les critiques, mais aussi les collègues et les confrères et consoeurs iraniens à être plus attentifs mais surtout le public non iranien, à être plus attentif aux signes. C'est vrai que c'est difficile à déchiffrer, mais c'est important de lire entre les lignes aussi, parce que le régime utilise surtout le cinéma pour, voilà, comme un propagandiste. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de film de guerre sur la guerre Iran-Irak, je veux dire, indépendant. Oui, c'est vrai que c'est pas Jamais. commun. Hein. Bah non. Autant moi, j'ai lu des choses dessus, autant je n'ai pas forcément vu les choses Il n'y en a pas. là-dessus. Je pense qu'on peut dire avec assez, une grande certitude qu'il n'y en a pas. En tout cas, animation, c'est clair, il n'y en a pas, mais même en prise de vue réelle, c'est vraiment les réalisateurs pro-régime qui ont accès à ce type de budget et de moyens pour pouvoir faire des films. Et ceux qui sont critiques n'y ont jamais accès. Et si on parle beaucoup du cinéma iranien à l'international, est-ce que des films comme le tien d'animation, ou alors des documentaires, ou même les autres films qu'on a précités, est-ce que le public iranien les voit, arrive à les voir? Alors heureusement, il y a un marché noir. Donc, ouais. Les films sont piratés. Bon, même si ici en Europe, bien sûr, les droits d'auteur sont protégés, on est en principe contre le piratage à raison. C'est du vol. Mais voilà, exactement. Je ne dis pas le contraire. Mais dans un régime dictatorial où en Iran où tout est interdit, heureusement que via le piratage et via des chaînes de télé de la diaspora, les Iraniens à l'intérieur du pays arrivent quand même à voir les films. Et peut-être aussi grâce au festival, parce que je crois que votre film est aussi prévu à la Berlinade bientôt, non? C'est ça, en août Non, c'était à Berlin. C'était à Berlin. En février. Ça a fait c'est l'inverse. Non, c'était à Berlin, ça a fait l'ouverture de la section panorama. D'accord, ok. Et en été, oui, ça continue. La semaine prochaine, c'est à Paris, Champs-Élysées Film Festival, et puis ensuite, ça continue à l'étranger. Il ira un peu partout. Oui, il va circuler. Et, bien sûr, mais c'est vrai que le public iranien n'a pas forcément accès au festival non plus. Non, évidemment. Donc c'est d'autres moyens qui lui permettent de découvrir les films. Écoutez, merci beaucoup. On vous recommande en tout cas d'aller voir La Sirène au cinéma, puisqu'il arrive bientôt chez nous. C'était l'avant-première, mais n'hésitez pas. Le 28 juin. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt sur MAG.